posez une question, j'ai pris un livre entier pour y répondre, donc ça va être difficile de répondre en une question. Mais d'abord, il faut souligner que, de par leur histoire, la nature de leur activité, tous les grands groupes ne sont pas égaux devant la digitalisation. En gros, si vous voulez bien, comment dire, on peut en gros dire qu'il y a trois sortes de grands groupes. Ceux qui sont nés du digital et qui sont profondément innovateurs et qui font de l'innovation technologique, Amazon, Google et tous les autres. Ceux qui sont aussi nés du numérique, comme Uber ou Airbnb, mais comme vous le savez, qui sont très innovants, mais dont l'innovation n'est en aucun cas scientifique, donc c'est très différent, parce qu'il n'y a pas de scientifique, bon, dans le data un petit peu dans Uber, ou dans Airbnb, mais enfin, c'est pas Amazon. Et puis les entreprises plus classiques, plus conventionnelles, qui elles ne sont pas nées du numérique, mais qui peuvent adopter quand même, et on va y venir tout à l'heure, des stratégies disruptives en avance. Ça peut être, je sais pas moi, Airbnb, enfin ça peut être Nespresso ou d'autres marques, ou Burberry ou des marques de ce type-là. Voilà. Alors, vous faites référence au fait que dans ce livre, je liste modestement, je les ai classifiés, on aurait pu les classer autrement, une quinzaine d'approches de l'innovation. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que, alors c'est difficile à dire, mais contrairement à ce que l'on croit, vous êtes un apôtre de l'innovation, mais contrairement à ce qu'on croit, on a le sentiment de vivre dans un monde d'innovation, bien sûr, mais pas autant qu'on peut le penser. Pourquoi? Parce que toutes les sociétés nées de l'Internet dont on parlait il y a un instant, sont très innovantes, mais deux, ne représentent qu'à peu près 20% de l'économie mondiale. Et le reste, les 80 autres pourcents, ce qui faisait le cœur de l'économie classique d'il y a une vingtaine d'années, les banques, les assurances, les sociétés de produits de grande consommation, les produits d'entretien, les produits alimentaires, toutes ces sociétés innovent à un rythme insuffisant et qui diminue année après année après année. C'est pas moi qui le dis, c'est les bureaux de statistiques américaines qui disent, par exemple, vous allez être très étonné de ce chiffre, que le rendement des départements de recherche et développement des grandes entreprises internationales et américaines depuis 30 ou 40 ans a diminué de 80%. Donc le rythme d'innovation est trop faible dans toutes ces entreprises. C'est pour ça que je me suis dit, comme beaucoup d'autres, tout ce que l'on peut faire pour essayer d'ouvrir de nouveaux chemins, de suggérer à ces entreprises de nouvelles routes, est très important. D'où ce bouquin, mais bon, encore une fois, c'est une contribution comme une autre qui essaie de dire à toutes les entreprises, vous avez tendance à toujours innover de la même façon. Les gens sont très répétitifs et très conventionnels dans leur façon d'approcher le sujet, c'est quand même un petit peu paradoxal. Donc je leur dis, essayez d'innover dans votre façon d'innover, et on leur propose 15 routes, ce à quoi vous faites allusion. Alors maintenant, moi je trouve que les 15 sont importantes, donc si j'étais, une grande entreprise, j'essaierais de voir ce que je peux faire dans chacun des 15 chemins. Il y en a sûrement d'autres auxquels je n'ai pas pensé. Bon. Et si vous me demandez les 3 comme ça qui me paraissent les plus importants, ou les plus... je dirais d'abord... Il y a une des routes qu'on appelle, vous savez, celle du crowdsourcing. Bon. Écoutez, Procter & Gamble, ils ont une communauté d'innovateurs dans le monde qui comprend 2 millions de personnes, 2 millions, et eux-mêmes sont les premiers à dire que c'est une source d'innovation très importante chez eux, puisque les contributions extérieures aujourd'hui participent pour 50% de leur innovation, alors que c'était 10 ou 15% il y a 5 ou 10 ans. Donc s'ouvrir à l'extérieur, c'est une évidence pour tout le monde, mais très peu de gens le font véritablement. Donc l'innovation par le crowdsourcing, je dirais. La deuxième, qui est bien évidente aussi, c'est par les business models. C'est qu'on n'est pas obligé d'innover par les produits, on n'est pas obligé par les services, on peut innover simplement par la façon dont on construit le modèle. Le plus bel exemple, alors ils sont très innovateurs dans les produits, Apple c'est notre client, mais ils sont aussi très innovateurs par le business model, par les interactions marketing qui existent entre les produits et les boutiques, entre les iMac et les iPods, entre les souscriptions sur sur iTunes et puis les abonnements sur iPod. Enfin, tout ça est extrêmement bien ordonné. Donc le business model d'Apple, en plus, il y a les third parties, il y a tous les gens qui contribuent à faire des applications, etc. Donc il y a un business model, un écosystème qui est très intégré. Je parlais tout à l'heure de Nespresso, c'est peut-être plus simple, mais c'est aussi un business model formidable. Donc on peut innover par le business model, on n'est pas obligé toujours de penser quel est le progrès technologique que je vais faire sur mon produit. Et puis, qu'est-ce que je pourrais prendre en troisième? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de gros sujets. La RSE, on parle souvent de la RSE comme une valeur ajoutée. On se ressent citoyen et on essaie de faire le bien et d'être bien perçu par les communautés qui nous entourent. Mais parfois, la RSE peut être source aussi d'innovation et de commerce. Oui, mais ça mérite une très longue explication. Parce que, si vous voulez, vous ne m'avez pas posé la question, mais le mot disruption, comme vous le savez, a été créé par mon entreprise ou utilisé par mon entreprise il y a 25 ans à peu près. Bon.
Ensuite, on a même, si je puis dire, la preuve que nous l'avons fait, c'est que nous l'avons déposé. On ne peut pas déposer un mot qui est utilisé par tout le monde. Donc c'était il y a 25 ans. Et puis ce mot, pour plein de raisons que je n'ai pas le temps d'évoquer ici, a eu un très grand succès. Maintenant, il est repris par le monde entier. Donc il nous a échappé, si je puis dire. Bon. Et donc aujourd'hui, il veut dire deux choses. Je reviens à votre question d'ubérisation. Il veut dire d'abord, pour beaucoup de gens, un peu la même chose qu'ubérisation, c'est-à-dire quelqu'un est entré dans le marché, Uber ou Airbnb par exemple, et il est tellement novateur et tellement déstabilisateur qu'il a, non pas détruit, mais bousculé le marché de fond en comble. Donc c'est ça qu'on appelle, pour beaucoup de gens depuis 10 ou 15 ans, c'est ça qu'ils appellent, ils disent que le marché a été disrupté, donc il y a eu une disruption. D'accord ? Pour nous, c'est différent, pour moi, parce que pour nous, la disruption, c'est une méthode. Donc ça, c'était l'aval, le résultat, le marché a été disrupté. Pour nous, c'est en amont, c'est une méthode pour trouver des stratégies de rupture. Donc pour nous, c'est très différent. Mais oublions TB2 un instant et revenons à votre question. Aujourd'hui, dans le marché, on appelle une disruption l'état d'un marché qui a subi un profond bouleversement. Donc il y a en gros un synonyme, c'est en gros synonyme d'ubérisation. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc disruption dans la façon dont les professeurs d'Harvard en parlent, ou ubérisation, c'est la même chose. Pour nous, c'est différent, c'est une méthode. Et donc pour répondre à votre question, si quelqu'un a été ubérisé, il faut qu'il innove énormément, il faut qu'il vienne nous voir pour faire de la disruption, pour trouver de nouvelles stratégies. Voilà.